Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre atelier. Vous êtes pour une trentaine de minutes avec nous. On va aborder le sujet de la réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et plus précisément, on va se poser la question aujourd'hui du pourquoi et du comment aller plus loin avec vos prestataires ESAT, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés. Donc comme je vous le disais, on s'accorde une trentaine de minutes. On a prévu du temps bien sûr pour répondre à vos questions à la fin de notre intervention. Je suis Fabrice Loire, je suis responsable du pôle partenaire au sein du réseau GESAT. Pour ma part, je suis Hugo Musac, je suis analyste achat au sein du réseau GESAT. Tout d'abord, on a prévu un rapide focus pour ceux qui n'ont pas les éléments, et puis même si vous les avez déjà, pour reprendre les points majeurs et les grands principes de la réforme. Ce qu'il faut savoir sur cette réforme, le point majeur, bien sûr, ça a été un sujet qui a été un questionnement, qui a été abordé souvent par les entreprises, c'est le taux d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. La réforme n'a rien changé, hein. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le taux d'emploi de personnes en situation de handicap, l'obligation de taux d'emploi est toujours de 6% de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Un point qui est également important, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne en termes d'entreprise dans sa globalité. Donc, une entreprise qui a plusieurs établissements ne va pas faire plusieurs déclarations. Vous allez avoir uniquement une seule déclaration par entreprise et donc un regroupement qu'on fera non pas par SIRET, mais par SIREN. Un point qui est également important, c'est qu'une partie des entreprises en France ont choisi de signer des accords avec la direction du travail, des accords agréés pour articuler et budgéter leur politique handicap. Ces accords, aujourd'hui, vont être limités d'une durée maximale de 3 ans et seront renouvelables qu'une fois. Et enfin, je vais laisser la parole après à Hugo, mais la partie la plus importante aujourd'hui qui nous concerne, c'est le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées. On n'intervient plus comme précédemment avant la réforme en amont et dans le calcul de taux d'emploi, mais on intervient en déduction de la contribution due par les entreprises. Merci Fabrice pour ces informations. Je vais maintenant vous faire un petit zoom sur la partie modalité de calcul, modalité de valorisation des prestations que vous allez confier aux ESAT, aux entreprises adaptées et au TIH. Donc il faut savoir que c'est la grande notion qui change principalement par rapport à l'ancien cadre législatif. Ce sont les modalités de calcul de valorisation des prestations confiées à ces prestataires. Donc maintenant on va parler de chiffre d'affaires utile. Donc qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires utile ? Vous le voyez, c'est tout simplement le montant hors taxe facturé de chiffre d'affaires moins tout ce qui n'est pas de la main d'œuvre. Donc on va déduire les frais de consommation intermédiaire, les frais de mise en vente, la sous-traitance, etc. Tous ces éléments-là, on va les déduire pour n'isoler que la part main d'œuvre liée à la prestation. Donc ce qui va vous générer le fameux CAU, chiffre d'affaires utile. De ce chiffre d'affaires utile-là, on va prendre 30% hors taxe. Donc véritablement, c'est ce que vous allez pouvoir valoriser demain, c'est 30% du chiffre d'affaires utile hors taxe tout simplement. Juste avant d'aborder les plafonds, petite précision, c'est une question qu'on a souvent eue de la part des entreprises, qu'on nous a souvent posée. 30%, c'est le même montant qu'avant, hein. Il n'y a pas de perte par rapport à la réforme, on est toujours sur ce même montant. Pour vous donner aussi un exemple par rapport à ce que disait Hugo, sur 100 000 euros d'achat, si vous faites par exemple une prestation de routage, vous allez avoir des enveloppes, vous allez avoir du papier, peut-être d'autres frais annexes. On va retirer ces frais-là sur par exemple 100 000 euros de routage. En fin d'année, vous pouvez déduire environ 10 à 20%, je pense, dans ces ordres-là. Et donc, la fourchette, l'assiette de déductibilité sera de l'ordre de 80 à 90 000 euros. Vous pourrez retrancher 30% de ce montant-là de votre contribution, entre guillemets, de votre taxe. Je te laisse peut-être aborder la question des plafonds. Tout à fait, c'est intéressant aussi qu'on s'intéresse à ces plafonds. Il y en avait déjà auparavant, vous saviez, on ne pouvait pas déduire des actions de sous-traitance confiées à des ESAT, des EA ou des TIH à hauteur de plus de 3% de l'obligation totale des 6%. Désormais, il y a toujours des plafonds, sauf qu'on parle vraiment en valeur. Vous le voyez, on ne va pas forcément s'étendre dessus sur toutes les modalités, mais il y a 2 types de plafonds variables. Soit vous avez un taux d'emploi qui est inférieur à 3%, et dans ce cas, votre plafond, c'est 50% de la contribution brute, donc de la contribution fictive que vous devriez payer. Soit vous êtes bon élève, entre guillemets, vous êtes au-dessus de ces 3%, et dans ce cas, ce sera, comme vous le voyez, 75% de la contribution brute, votre plafond. Donc c'est des plafonds de déduction, c'est-à-dire que si vous avez plus de chiffre d'affaires utile que le plafond, que 50%, 75% de votre contribution brute, vous ne pourrez pas déduire au-delà. Voilà. Mais pour vraiment l'illustrer et rebondir sur ce que disait Fabrice, c'est des plafonds qui sont
sont quand même relativement larges, dans le sens où nous, parmi la centaine d'entreprises que l'on accompagne, on en a à peine 3-4 entreprises aujourd'hui qui atteignent ces plafonds, et c'était déjà des très bons élèves sur l'ancien emploi indirect. Donc vraiment, il n'y a pas de contrainte vis-à-vis de ces plafonds-là, et ça ne vous empêchera pas d'aller plus loin en termes d'action de sous-traitance avec ces prestataires. Juste avant d'aborder l'exemple, là, on vous a mis un exemple, je te laisse après Hugo revenir dessus. Sur le plafond, ce qu'il faut vous dire également, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du plafond. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu peur du plafond. Comme le dit Hugo, déjà, on a vraiment une minorité d'entreprises qui l'atteignent ou qui le dépassent. Le plafond, il a pour but, en fait, entre guillemets, d'empêcher une entreprise d'avoir recours uniquement à la sous-traitance auprès des ZAT, d'EA ou de TIH pour répondre à son obligation d'emploi. Elle va devoir forcément faire du recrutement. C'est ça, tout à fait. Et pour l'illustrer, du coup, avec un exemple concret, on vous l'a mis, vous l'avez sous les yeux. On part du principe là d'une entreprise de 3000 salariés, donc avec un objectif de 6% évidemment d'emploi de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, elle est à 4%, donc elle a 120 bénéficiaires de l'OETH, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et elle confie aujourd'hui, elle a généré 20 000 euros de chiffre d'affaires utile, donc la fameuse chiffre d'affaires utile dont je vous parlais tout à l'heure. Vous le voyez, donc son objectif, c'est 180 travailleurs handicapés, c'est son effectif x 6%. Derrière, une fois qu'on a calculé cet effectif d'assujettissement, on va calculer la contribution brute qu'elle devrait payer. Donc c'est tout simplement le nombre de TP en situation de handicap manquant, donc 60, fois un coefficient qui dépend de la taille de l'entreprise. Et en l'occurrence, il est de 600. Ça nous donne 36 000 euros. De ces 36 000 euros, qui est la contribution brute, on va aller déduire les actions de sous-traitance réalisées auprès des ESAT, des EA ou des TIH. En l'occurrence, on avait 20 000 euros de chiffre d'affaires utile, donc on va prendre, comme disait Fabrice tout à l'heure, 30% de ces 20 000 euros. Ce qui nous donne 6 000, et on va vérifier évidemment que le plafond est bon, qu'on peut déduire l'intégralité de ces 6 000 euros. Dans le cas présent, vous le voyez, hein, le plafond il est de 27 000 euros, 75% comme je le disais avant de la contribution brute, donc on est très large par rapport au plafond. Et puis on va tout simplement prendre ces 6 000 euros qu'on va venir déduire de la contribution brute des 36 000 euros, ce qui va nous donner la contribution nette finale à régler de 30 000 euros. Voilà, pour vous donner un peu le scénario type de calcul, de simulation d'une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. On vous l'a d'ailleurs, vous allez voir, illustré par un autre exemple. Je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais vous le voyez dans l'exemple ci-dessous. On arrive à une contribution brute, vous voyez la ligne du milieu, qui est de 522 000 euros avant 2020 contre 601 000 après 2020. Donc là, il y a vraiment un écart. Et après, on va justement en 2 temps déduire donc les actions de sous-traitance qui auront été faites auprès des ZAT, d'EA ou de TIH. En l'occurrence, là, on est sur 61 000 euros de déduction, ce qui nous donne une contribution finale de 539 000 euros contre 522 000 anciennement avant 2020. Donc, il y a un léger écart, mais vraiment de quelques pourcents. Et vraiment, la notion à bien retenir derrière ce cas pratique, cet exemple, c'est qu'on a une marge très importante pour atteindre les plafonds. Dans les 2 exemples qu'on vient de vous illustrer, encore plus dans celui-ci. Là, en l'occurrence, l'entreprise peut encore multiplier jusqu'à x7 ses achats auprès de ses prestataires pour les maximiser avant d'atteindre le plafond. Donc vraiment l'idée, hein, et c'est comme disait Fabrice juste avant, d'avoir des plafonds, c'est pas du tout une contrainte, il y en avait auparavant, rares sont les entreprises qui les atteignent, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des marges de manœuvre très larges pour atteindre le maximum de déductibilité tout simplement. Les entreprises qui atteignent le plafond sont généralement des entreprises qui ont un taux d'emploi direct, hein, c'est la part de recrutement, de maintien dans l'emploi qui est très élevé. Donc ils sont très proches de répondre déjà à leur obligation d'emploi. Et un dernier point, je te rends la parole après Hugo, mais qui est important aussi, c'est, vous voyez, la contribution avant et après, on passe de 522 à 601 000 avant déduction concernant la sous-traitance aux ESAT-EA et TIH. 61 000 euros, c'est important. On a beaucoup d'entreprises, il y a plus d'1 an, maintenant ça a changé quand même, mais qui nous disaient il n'y a plus d'intérêt financièrement à passer par des ESAT, des EA ou des TIH. Si, il y a un intérêt dans l'exemple qu'on donne, qui est vraiment un exemple atypique et un exemple concret. On n'a pas mis le nom d'entreprise, mais c'est le cas d'une entreprise qu'on a montré ici. Cet exemple-là, si on a un raisonnement purement fiscal, parce qu'on va vous montrer après les autres penchants également concernant la réforme, vous avez en jeu 60 000 euros sur une entreprise de 4 000 salariés. Qui est clairement pas négligeable, en effet.
Donc voilà, pour vous illustrer d'ailleurs, justement, c'est maintenant qu'on a vu un petit peu cette obligation, l'évolution de ce cadre législatif, on va vous montrer une interview d'un de nos partenaires qui illustre bien justement pourquoi cette réforme-là, elle ne vous empêche pas d'aller plus loin avec ces prestataires ESAT, EA et TIH, et au contraire, pourquoi elle peut créer une dynamique positive autour du recours au secteur du travail protégé adapté. Donc c'est une interview qu'on a réalisée avec notre partenaire Auchan. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'évolution de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés a impacté l'engagement sociétal d'Auchan ces derniers mois et ces dernières années? Chez Auchan, la politique d'emploi des personnes en situation de handicap, elle est en œuvre depuis plus de 20 ans et elle fonctionne plutôt bien. En réalité, la nouvelle loi, elle nous propulse dans une démarche d'ensemble plus profonde avec les acteurs du secteur adapté et protégé, avec l'ambition de les inclure dans des processus stratégiques pour l'entreprise. D'accord. À ce titre, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les projets opérationnels d'achat en faveur des ATA qui sont amorcés côté Auchan? Oui. Alors, en 2020, on a 2 chantiers en cours sur ce sujet-là. Le premier, c'est l'intégration de clauses sociales dans le nouvel appel d'offres national qui est en train d'être réécrit autour de la collecte des déchets des magasins. Et le second, c'est l'invitation des ESAT et EA qui sont fabricants de produits locaux aux salons régionaux organisés sur les territoires pour nos directeurs de magasins. Et avec l'ambition de référencer des produits derrière. Ces 2 projets, ils sont travaillés avec le réseau GESAT et ils permettent d'offrir aux magasins des solutions clés en main pour travailler plus facilement avec les ESAT et les entreprises adaptées. Voilà, on a vu un bel exemple. Merci Hugo pour l'enregistrement. Du coup, merci Olivia Salé également d'Auchan Direct, Auchan Retail, pardon. On a vu ici donc un bel exemple d'une entreprise entre guillemets qui n'a pas eu peur de la réforme, qui a pris cette réforme à bras-le-corps et qui a engagé des actions et qui a également positionné ces actions sur le domaine de la RSE. Du coup, l'autre partie de notre intervention, c'est de vous dire aujourd'hui, par rapport à cette réforme, quel discours tenir à vos collaborateurs. Alors, le discours, on l'a axé en 3 temps. Le premier temps, c'est de voir, d'aborder les prestataires ESAT, entreprises adaptées et TIH également comme une passerelle, comme un lien direct vers l'emploi. Il y a 2 choses là-dessus, c'est de se dire l'ESAT, l'entreprise adaptée, ce sont des spécialistes de la QVT, de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, avoir des liens au niveau des achats ou du recrutement avec des ESAT ou des entreprises adaptées, c'est de se dire que vous faites appel à des spécialistes de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. L'autre aspect, c'est de se dire aujourd'hui, depuis même maintenant plusieurs années et sur des nouveaux dispositifs depuis une bonne année, vous avez tout un panel d'actions, de dispositifs possibles pour favoriser les passerelles, pour favoriser le recrutement à travers les ESAT et les entreprises adaptées. On parle de prestations de services sur site, on parle de mise à disposition, on parle de CDD tremplin, d'entreprises adaptées, de travail temporaire. On ne va pas tous les détailler aujourd'hui et revenir, mais garder un lien dans un premier temps au niveau achat, dans un second temps ou en parallèle sur le recrutement avec les ESAT et entreprises adaptées, c'est un pilier majeur maintenant de l'emploi direct pour vous. Un autre argument intéressant, bien sûr on l'a vu précédemment, donc là je vous le dis en un mot, c'est de se dire aujourd'hui, à minima c'est aussi intéressant que précédemment fiscalement de passer par un ESAT, une EA ou un TIH. On est toujours sur 30% de déduction, on a toujours des plafonds qui sont très éloignés, donc il n'y a pas d'argument. Le prochain point bien sûr qui est majeur, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et on l'a également... on a impliqué ces dominantes de manière forte au réseau GESAT, c'est d'avoir recours aux ESAT, aux EA et aux TIH dans le cadre d'une politique RSE. On a positionné nous-mêmes nos actions dans le cadre de la RSE. Aujourd'hui, quand vous faites appel à une prestation, que ce soit de l'achat ou du recrutement auprès des ESAT, d'EA ou de travailleurs indépendants handicapés, vous êtes en plein dans une politique RSE d'une entreprise. On vous l'a remis, vous connaissez, mais les 3 piliers d'une politique RSE au niveau social, bien sûr, vous faites appel à des personnes éloignées de l'emploi. Au niveau économique et au niveau environnemental, on est un peu sur la même logique, c'est qu'on est sur des circuits courts. Vous faites appel à des entreprises qui sont proches, qui ne sont pas à l'autre bout de la France, de l'Europe ou qui viennent d'un autre continent. Au niveau économique, c'est pareil, vous soutenez le tissu de prestataires locaux. On a nous-mêmes mené, on va le voir après, mais une enquête auprès des entreprises. Là, on vous le présente sur ce slide.
Ce qui ressort majoritairement sur le top 3 des objectifs RSE des entreprises, l'environnement dans un premier temps, l'aspect sociétal dans un deuxième temps et l'aspect du développement du territoire intervient en troisième temps. Donc on le voit nous-mêmes dans les interventions qu'on a auprès des entreprises, vous l'avez vu avec Auchan, on est de plus en plus en lien aujourd'hui avec la RSE. Sur le slide suivant, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est notre observatoire des achats responsables. Ça vient en lien avec ce que je vous ai présenté précédemment. L'idée, vous pourrez le télécharger, on vous enverra aussi les informations, n'hésitez pas aussi à nous les demander. Il est téléchargeable. On a mené une enquête auprès des ESAT, des entreprises adaptées, des entreprises privées et publiques, des collectivités également, sur toutes les problématiques d'achat responsable dans leur globalité avec l'angle RSE qui est très fort. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez avoir des billes, si vous souhaitez avoir des arguments pour promouvoir les achats responsables, je vous invite à le consulter. Je vais passer la parole à Hugo. Du coup, dans ce troisième temps, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que la réforme, maintenant qu'on a vu quel discours tenir auprès de vos collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer les achats responsables ? Tout à fait. Et du coup, en premier lieu, déjà, c'est de refaire un petit focus sur comment est composé le secteur du travail protégé adapté. Vous le voyez, il y a à peu près aujourd'hui 2250 prestataires sur l'ensemble du territoire, à peu près un tiers d'entreprises adaptées, 2 tiers des AT, ce qui représente quand même 150 000 travailleurs en situation de handicap au niveau national et qui génère à peu près 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sur une palette très large, très hétérogène de métiers, on en référence aujourd'hui plus de 200. Et chose qui est également très importante et qu'on vous a mis aujourd'hui en avant, dont on tenait à vous parler, c'est vraiment la qualité perçue de ces prestataires-là. Alors parfois, il peut y avoir un peu de préjugés ou de réticence en entreprise en disant voilà, je vais changer de prestataire, je vais aller vers un prestataire ESAT ou entreprise adaptée. Est-ce que je vais avoir le même niveau de qualité que mon précédent prestataire, etc. Vous le voyez, et c'est un chiffre qui ressort d'ailleurs de l'observatoire dont vous parlez Fabrice, 70% aujourd'hui des clients des donneurs d'ordre, des clients des ESAT-EA, plébiscitent la qualité comme avantage concurrentiel des prestataires ESAT-EA par rapport aux prestataires entre guillemets du milieu ordinaire. Donc ça, c'est un des éléments qui doit aussi permettre de convaincre et de dire il n'y a pas de raison de ne pas tenter d'aller vers ces prestataires-là pour tous les avantages déjà dont vient de vous parler Fabrice avant. Et au-delà de ça, on a encore vraiment un avantage concurrentiel sur la qualité. Donc ce n'est que du plus, je dirais, sur le secteur du travail protégé adapté par rapport à d'autres PME du milieu ordinaire. Du coup, tu disais qu'il y avait 200 activités. Là, on l'a présenté sur différents pôles de compétences. C'est ça, justement. Comment tu les structurais ? Ouais, tout à fait. Alors, vous le voyez, il y a une petite matrice que vous devez avoir sous les yeux avec les 14-15 pôles de compétences sur lesquels on retrouve les 200 métiers. Vous avez, je dirais, on essaie de les classer en plusieurs familles métiers en fonction de leur répartition, de la densité de leur implantation sur le territoire et en fonction aussi, ce que vous allez retrouver en ordonnée, sur l'axe des ordonnées, du dynamisme de création de nouveaux métiers relatifs à ces activités. Donc, vous allez retrouver tout à droite, en haut à droite et en bas à droite, les activités plutôt historiques, donc très implantées au sein du secteur. Elles existent depuis 25-30 ans. Les donneurs d'ordre connaissent plutôt bien ces métiers-là. Il y a de l'expérience, il y a de l'expertise. Vous allez juste retrouver une petite dissociation. Ceux qui sont en haut, c'est celles qui vont être avec un taux de création de nouvelles activités beaucoup plus fort que celles qui sont en bas, sont plutôt en rythme de croisière et ont atteint, je dirais, un niveau un peu plafond en termes de création. Et puis à gauche, on va retrouver en haut les activités dynamiques et puis en bas les activités émergentes en devenir. Donc pour vraiment faire un focus sur celles qui sont émergentes, qui sont vraiment un petit peu le cœur, vous le voyez, c'est là où il y en a le plus de pôles de compétences. On est encore sur des métiers où il n'y a pas énormément de prestataires, vous en avez plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines, mais c'est rien comparé aux autres métiers. Et vous êtes aussi sur ce qui est intéressant, sur des segments métiers sur lesquels on n'attend pas forcément les ESAT, les EA, des choses à forte valeur ajoutée, de l'informatique, de la communication, de la gestion des déchets, des choses comme ça, sur lesquelles le secteur a commencé à se positionner depuis maintenant 5-10 ans et dispose d'une expertise de plus en plus poussée sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a une étendue très large de métiers qui sont aujourd'hui proposés et qu'il ne faut pas non plus se fermer qu'aux activités dites traditionnelles que vous connaissez tous, l'espace vert, le conditionnement, mais aussi essayer d'élargir son périmètre et de dire je vais aller peut-être faire des activités un peu plus forte valeur ajoutée et étoffer un petit peu mon panel de métiers que je sous-traite à ces prestataires.
Tout à fait. Alors, pour finir, Hugo vous a présenté le secteur. En quelques mots, nous qui on est Réseau GESAT, dans quel cadre on intervient? On est la tête de réseau. On intervient dans la mise en relation économique entre d'un côté ces prestataires, ESAT, entreprises adaptées, et de l'autre, les donneurs d'ordre, les entreprises privées ou publiques. On intervient à différents niveaux. On intervient en amont à travers des actions de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des prescripteurs, des acheteurs, des autres collaborateurs qui peuvent être concernés par les achats, et également maintenant le volet recrutement. Et on intervient également en aval sur toute une phase de déploiement de vos projets achats. On va démarrer d'une phase d'audit, on va interroger vos services pour connaître les différentes typologies de segments d'achat sur lesquels on va pouvoir travailler, et après on va dérouler avec vous tout un planning, tout un rétro-planning pour planifier des marchés et vous faire des préconisations sur les marchés les plus intéressants à développer. On a prévu donc 2 vidéos à vous présenter. Ça revient également dans l'offre de service qu'on vous représente aujourd'hui sur le premier volet de notre accompagnement. Ce qui intervient souvent auprès des entreprises qu'on accompagne, c'est les outils digitaux qu'on met en place. Nos outils digitaux, ils sont de 2 ordres. D'un côté, l'annuaire, et de l'autre côté, la plateforme, la place de marché. Merci Hugo. Sur l'annuaire, on va le voir dans la vidéo, l'idée de l'annuaire, c'est de fournir à toutes les entreprises qu'on accompagne un outil clé en main pour pouvoir trouver et identifier un prestataire ESAT en entreprise adaptée par rapport à un domaine d'activité que vous aurez choisi. Voilà, vous avez pu voir sur cette vidéo la première partie importante de nos outils digitaux, l'annuaire. Avant de passer à la suite, je tenais à remercier Hugo d'être venu aujourd'hui, toute l'équipe également d'Andy Réseau sur ce live. On va vous présenter la seconde vidéo dans quelques instants, et puis on reviendra après sur vos questions. L'idée de cette seconde vidéo, c'est de vous présenter la place de marché. L'idée, c'est que chacun puisse déposer ses projets et trouver des prestataires qui répondent à ses besoins en fonction du projet. Donc vous allez le voir, un mode communautaire, toute une possibilité d'action possible. Donc encore merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette présentation. On vous retrouve tout de suite après pour les questions, et je vous laisse voir cette partie sur la place de marché et l'autre penchant de nos outils digitaux. À tout de suite.